Patrick Chambon. Nous Bonsoir. sommes, bonsoir, donc tu es peintre et dessinateur. Nous sommes ici pour parler de ton dernier livre, Histoire de folie, de Michel Foucault, pour parler de ta rencontre avec Michel Foucault, si j'entends bien. Disais, c'est assez Donc drôle. c'est un jeune Foucault là. C'est le jeune Foucault, il a Voilà. 30 ans. 30 ans, donc il a traversé Il a déjà 30 ans, Sainte-Anne. il a quand même fait un premier livre sur la maladie mentale. Il a aussi été, c'est assez paradoxal, mais c'est toujours comme ça un peu avec la vie de Foucault, après avoir été emmené par son père à Sainte-Anne parce qu'il faisait une crise Il a déprimé. Il a déprimé très fort et puis il a voulu se suicider. Donc son père l'amène à Sainte-Anne et quelques temps après, il passe un diplôme de psychopathologie et il travaille avec le professeur Delay à Sainte-Anne dans le même service, service. Il a été interné. Voilà. Enfin, interné, je ne sais pas s'il a été interné, mais il a été reçu. Oui. Et puis là, du coup, il a eu une chambre à l'école normale supérieure, une chambre privée, tout ça. Enfin, du coup, bon. Mais il y a comme ça, toujours avec la vie de Foucault, des renversements et l'utilisation aussi de problématiques qui deviennent des forces. Voilà. Donc il passe par l'expérience, c'est éprouvé même de son C'est corps, ça. il y a quelque chose à cet endroit-là. Ouais. Mais c'est intéressant là par rapport à l'histoire de la folie, c'est qu'il d'abord il est du côté de fou. Oui, lui-même frise un peu la chose. Le bascule. Ouais. Ouais. Sans faire de trop de sauvagerie. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais jamais trop remarqué, mais en lisant, je me disais Foucault. Il y a le fou dedans. Mais direct, c'est-à-dire qu'on est quand même porté par notre patronyme. Oui, bien sûr, par signifiant. Oui. Bien sûr, il y a le fou dedans, bien sûr, c'est drôle. C'est pas mal. Oui, c'est drôle ça. Donc, on ne sait jamais comment ça travaille, ça, mais ça travaille. Probablement que ça travaille. C'est même que c'est au-delà du travail, ça appelle. C'est-à-dire que notre nom, notre patronyme appelle. Donc, il y a un effet comme ça qui est intéressant. Alors, si on passe un peu, si on rentre un petit peu alors dans cette iconographie, donc les figures du fou, je parlais là que tout à l'heure, je suis allée à l'expo au Louvre, l'exposition qui est au Louvre, donc on retrouve quand même des tableaux, notamment des Bosch, des Berger, beaucoup et qui on retrouve effectivement dans tes planches, dans tes dessins. Alors si tu peux nous parler un peu des inspirations. Si tu veux, ce qui est intéressant dans le texte de Foucault, c'est que lui il était très fasciné par le visible, par les tableaux, il a fait un grand texte sur Manet après, quelques années après, mais sur le noir et la surface. Il a fait cette ouverture sur les Ménines dans les mots et les choses qui est très important, donc je fais une petite en exergue, un petit mot au début, mais c'était quelqu'un de très relié à la... Deleuze disait qu'il y avait ces deux grands problèmes, c'est la visibilité et les énoncés. Bon, c'était dans un cours de Deleuze, il rappelle ça. Et que comme il était très myope, il était très relié, justement, ça c'est une anecdote de Deleuze, mais il était très relié justement à tout ce qui était de l'ordre du visible et tout ça. Et dans le texte de l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est le moment où il parle énormément de la peinture. Il parle énormément, évidemment, c'est comment éviter la peinture, parce que tout le Moyen-Âge est très iconographique, évidemment, tout le rapport à l'enluminure, au texte envahi par la marge et par les marginalia, les drôleries et les choses comme ça, et les diableries. C'est joli, les marginalia, on le trouve dans tes dessins. Moi j'aime beaucoup ce travail de la marge et de l'enlumineur, justement, tu sais, le mot enlumineur est important pour moi parce que c'est une façon de mettre les projecteurs sur un texte. Tu vois, mon travail de... D'ailleurs, dans tes dessins, on va pouvoir les voir. On voit bien que parfois Foucault même, il est dans cette marge. Oui, bien sûr, bien sûr, je le fais venir par les bords, avec moi, bien sûr. Et donc le texte de l'histoire de la folie de Foucault parle beaucoup évidemment de la littérature, mais beaucoup des tableaux, donc beaucoup de Bosch. Bruegel, Bosch sont très importants évidemment, mais il y en a pas mal d'autres. Il y a énormément Goya après, vers le 18e, parce qu'il aimait beaucoup Goya. Fuseli est pas mal. Enfin, c'est quelqu'un qui était extrêmement érudit et très connaisseur de l'histoire de l'art. Donc,
le texte est envahi d'images. Et c'est pour ça que moi, je vais les chercher aussi dans mon travail. Voilà, c'est dans ce sens-là aussi. Et puis, c'est comme tu sais, c'est le texte de Sébastien Brandt, qui a écrit La Nef des Fous, qui a été un best-seller à la fin du Moyen-Âge. Et à partir et autour de ce texte, avec Jérôme Bosch, qui fait son travail au XVIe siècle, au milieu de 1500 à peu près, 1530, 50, comme ça. Et il y a énormément de cette iconographie sur la Nef des Fous est très, très commune, quoi. Il y en a beaucoup. Alors parlons un peu de cette nef, hein, parce que tu reviens beaucoup aussi dans tes dessins. Qui était dans cette nef, hein? Je veux dire, parce que c'était une nef, c'était on va dire une faune homogène. On n'en savait pas trop. Alors, d'après ce que dit Foucault, bon, après, il paraît que les historiens de l'art peut-être raffinent un petit peu la problématique de la Nef des Fous. Mais la Nef des Fous, c'était effectivement un bateau sur lequel on envoyait un petit peu loin de la ville, tous ceux dont on ne voulait plus, si tu veux. Donc, on a commencé un petit peu, alors on envoyait effectivement les fous, mais on envoyait toute une ribambelle d'autres gens aussi, des délinquants, les alchimistes, les hérétiques différents. Enfin, bon, ça, on envoyait les gens, et puis c'était justement déjà, Foucault dit, il a des très belles phrases. Foucault dit que c'est déjà, si tu veux, un lieu sans lieu. C'est déjà un lieu d'enfermement, mais qui navigue. Ça va être différent au XVIIe siècle avec le grand renfermement, qui va parler avec la naissance de l'hôpital général. Mais c'est déjà ces petites nefs qui flottent comme ça. Alors c'est la question de la folie et de l'eau. Voilà. Donc, ça c'est très beau. C'est très très joli ça. Il y a du mouvement. Il y a suivre un cours comme ça. Justement, Foucault, il parle de... Alors moi, je greffe un autre texte de 63 qui s'appelle L'eau et la folie, qui est dans les 10 écrits. Mais c'est très beau parce que Foucault rappelle l'adéquation, si tu veux, imaginaire, métaphorique avec la folie et l'eau. Les vapeurs, après c'est les vapeurs peut-être hystériques plus longtemps après, mais les vapeurs, l'ivresse, de l'alcool, la furie, la mélancolie qui est liée au lac noir et à l'eau sombre. Et, tu vois, il y a toute une métaphorique de l'eau qui est associée au Moyen-Âge, un peu à la fin du Moyen-Âge, un peu avec la folie, et aussi qui se renverse parfois parce que l'eau, elle tombe du ciel. Donc le ciel aussi a un rapport avec le fou. Le ciel va calmer le fou. Et après, par exemple, au 19e, on va beaucoup baigner les fous, les mettre dans les baignoires, leur déverser de l'eau froide. Et tout. Tu vois, il y a une grande métaphorique de l'eau. Il y a un retournement aussi. Il y a un retournement. Parce que c'est plus l'eau, la fluidité, on va dire non, comme bien ça. Bien sûr. Oui, ça change de nature, de sens, bien sûr. C'est une eau punitive. Oui, bien sûr, qui vient punir, qui vient calmer, qui vient... Bien sûr. Mais c'est comme l'animal, par exemple. Je ne sais pas si tu voudras qu'on parle. À un moment donné, l'animal, dans le texte de Foucault, il est à la fois quelque chose au moment du Moyen-Âge, avec le lien au diable, et puis au XVIIIe, il est totalement différent. Le concept de l'animal et de l'animalité est totalement différent par rapport à la folie. Alors, ça on a déjà parlé un petit peu, mais cette question qui est chez Foucault, la vie et l'œuvre dialoguent. C'est sûr. Tout le temps. Ça, c'est sûr. Tout le temps. Et ça, j'entends aussi pour toi. Parce que sûr, parce qu'on te retrouve dans l'œuvre. Beaucoup. Oui, c'est sûr. Si tu veux. C'est comme je l'avais fait beaucoup avec mes livres précédents, notamment avec le Lacan sur le banquet, parce qu'on est dans une structure d'amphithéâtre assez monotone et assez ennuyeuse. Donc je m'étais dit, justement, là j'avais commencé un peu à réfléchir à la marge, à l'arrivée dans les marges, à ce qui se dit dans la marge, à l'importance, à la puissance de la marge, justement, tu vois. Et donc je m'étais figuré dans l'amphithéâtre, de manière à ce que le regardeur, enfin le lecteur de mon livre, puisse aussi être comme au-dessus de mon épaule ou à côté de moi, regardant Lacan dire son propos, mais être à côté de moi justement comme une espèce de position un petit peu d'analysant qui est en association d'images et d'idées,
et si tu veux, qui donc a une fonction de commentateur aussi. Oui. Tu vois, ça a plusieurs fonctions. Ça a une fonction un peu drôlatique, au sens de l'enlumineur qui fait des diableries sur la marge, mais ça a aussi une fonction un petit peu d'analyse. Ça a une fonction aussi au moment où quelque chose se dit de Lacan, moi ça résonne, donc j'en appelle à un souvenir ou j'en appelle à un penseur. Tu vois, je peux faire venir Oscar Wilde à mes côtés. C'est très anachronique, mais c'est ça aussi la pensée. Donc elle va chercher tout d'un coup une association d'idées et elle la fait venir dans la marge. Donc si tu veux, dans la position là du fou, ça me plaisait aussi d'avoir cette position un petit peu virevoltante, où j'interviens, je viens, je suis souvent à commenter un propos, je fais souvent une digression par rapport à ce qui est dit, et puis j'ai une fonction un peu d'analysant, j'ai une fonction d'association, je fais mes associations d'idées, tu vois, même si elles relèvent un peu de l'érudition et parfois d'un texte que je fais venir, qui est un peu anachronique. Est-ce que ce sont des textes qui ont un effet, on va dire, thérapeutique pour toi? Non, alors je ne dirais pas thérapeutique pour moi, je dirais que ce sont des textes qui ont eu un peu une fonction de fendre un peu le texte de Foucault, de lui faire rentrer une poussière, si tu veux, comme dans l'œil. Tu vois, une gêne, quelque chose de l'ordre soit d'une gêne, soit d'un accord au sens musical, tu vois, de faire rentrer dans le texte un élément pas seulement perturbateur, mais un élément de puissance supplémentaire. Tu vois, c'est pas tellement thérapeutique pour moi. C'est juste, tiens, je me dis, tiens, ça rime comme ça. Ça me fait penser à ça. Oui. Donc ça te fait pas quelque chose d'écrire? Ah si. Mais c'est dans ce sens-là. Tu sais, quand j'ai fait mon expo à Marseille... Mais thérapeutique, c'est dans ce sens-là. Ah, est-ce que ça te fait sûr, quelque chose? C'est ça la thérapeutique. Ça me fait jubiler. Mon galeriste de Marseille m'a dit, on sent que tu as jubilé. Mais oui, bien sûr, je me suis amusé pendant 2 ans. Tu me posais la question au début. J'ai fait ce travail pendant 2 ans. Donc ça prend un certain temps. Hein. C'est un gros projet quand même. Mais à côté, tu fais d'autres choses. Oui, je fais aussi d'autres expos, tout ça. Mais si tu veux, il y a vraiment un rapport jubilatoire à la pensée. C'est pour ça que quand je lis un texte qui me fait... ça résonne, ça résonne, mais ça me fait... Oui, mais ce qui te sort de là, je veux dire, transformé. Il y a la jubilation. Totalement. Oui. C'est totalement. C'est ça, Tu me parlais des fous aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas relié à la psychiatrie, à cet univers comme un psychanalyste ou comme un psychiatre, mais je regarde... les choses depuis que j'ai fait ce travail de manière très différente, avec la sexualité, avec plein d'éléments. Dans mon propre travail, même pictural, si tu veux, sur l'animal, sur plein de choses. C'est obligé, ça te change, c'est sûr. Voilà, comme un texte peut... Tu sais, quand j'ai fait mon travail sur Lacan et le banquet de Platon, où il est commenté, il s'agit de courir après l'objet de l'amour, qu'est-ce que donc... où est-il, par où ça passe, en qui ça arrive, comment ça se donne. Ça, quand tu fais un travail comme ça, tu es obligé après de voir les choses totalement différemment. Pas forcément mieux, ni de manière plus facile. Non, mais il y a quelque chose qui est ajouté là. Oui, bien sûr. C'est vrai. Alors, j'avais une question à te poser. Toi qui as beaucoup lu Foucault, je n'ai pas beaucoup lu, mais dans tes dessins, on voit, dans ton livre, on voit Foucault un peu presque partout. Donc, il s'immisce, il scrute, il commente, il regarde. Il est partout, il est dedans, il est dehors. Et je me disais, en voyant tous ces cheminements, je me disais, quels étaient les points aveugles de Foucault? Est-ce que tu aurais une idée de ça? Alors, quand tu veux dire de Foucault, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne voyait pas? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu sais, il a enlevé un bout de son nom, il s'appelait Paul Michel, mais son père son père s'appelait Paul, et son père, Paul Foucault, c'est un chirurgien, tu vois aussi, les liens
énorme. Oui. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est quand même Foucault C'est qui une a famille des naissance médecins. de la clinique, Oui. maladie mentale et personnalité, ça c'est au moment de l'histoire de la folie, tu vois. Ouais. Bref. Donc c'est un univers très Familial, répertorié. voilà, Ouais. c'est ça. Et puis donc il a enlevé le Paul parce qu'il ne voulait pas que ça fasse Paul Mendes France, un écrivain. Donc il s'est enlevé un bout. Donc il s'est enlevé un bout, puis il détestait son père. Bon, il a toujours eu de très bons rapports. Bon, là je ne veux pas faire ma psychanalyse de comptoir, bien sûr, mais tout ça pour te dire que je ne peux pas du tout répondre à ça, d'autant plus que moi j'ai ma façon de le lire aussi, puis des philosophes te diraient autre chose. Non, c'était pas une question si tu avais une idée. Voilà, sinon, parce que ça m'est resté, parce que je me dis, mais il est partout, il voit tout. Donc, il y a sans doute un endroit. Tu sais, ce qui est intéressant dans le panoptique, c'est pour ça, moi, à un moment donné, je le fais finir le panoptique. Malgré tout, c'est quand même Surveiller et punir 75. C'est le livre de 75 sur la prison, où là, il conceptualise vraiment tout un chapitre sur le panoptique. Mais moi, je le voyais déjà arriver dans l'histoire de la folie, surtout son système de la discipline, des structures disciplinaires qui viennent du monde religieux, qui viennent du moine, tu vois, Foucault a des très très belles pages sur le système disciplinaire qui vient de ça, et puis après on va arriver dans le monde psychiatrique avec Pinel et tout ça. C'est quand même un monde très surveillé, avec la surveillance généralisée. Donc je voyais déjà arriver un petit peu le panoptique. Et si tu veux, dans le panoptique, ce qui est intéressant, c'est que c'est une tour centrale, et puis c'est un anneau autour de cette tour, avec des cellules, donc on enfermait les gens là-dedans. Voilà, déjà, il y a une planche là-dedans. Voilà, il y a une planche là-dedans, où Foucault est dans la tour. Et ce qui est intéressant, c'est que cette conception, c'est que la tour, tu n'es plus obligé de mettre quelqu'un qui surveille. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les cellules se savent surveiller, se savent regarder. Ils se supposent regarder. Et ils se supposent tout le temps surveiller. Ce qui fait que tu n'as même plus besoin d'envoyer ta femme ou ton fils surveiller. L'architecture devient une structure de surveillance, comme maintenant aujourd'hui les caméras, si tu veux. Moi j'ai quelqu'un qui est venu me voir à Marseille, une jeune fille qui venait de passer une thèse sur les systèmes de surveillance, et elle est venue me voir, elle m'a parlé, elle m'a dit vous savez, j'ai parlé beaucoup du panoptique dans ma thèse. J'étais surpris, je lui ai dit et si tu veux, c'est presque une tâche aveugle ça aussi. On pourrait presque rester là, avec peut-être une dernière question, qui est une belle question, je pense, c'est cette question de l'altérité. Parce que c'est vrai que... Ça, c'est une très grande question. Oui, parce que c'est vrai que c'est la question, la folie, elle a toujours fait altérité. C'est sûr. C'est-à-dire que c'est là où on peut, je veux dire, s'adresser, avoir peur. C'est sûr. Donc, il y a quelque chose qui est à garder, j'ai envie de dire, dans cette idée. Et d'ailleurs, c'est beau parce que justement, je lisais le catalogue du Louvre hier soir dans mon lit, et il y a une formule, mais alors là, je ne vais pas savoir la rappeler exactement, de Saint Paul, qui dit c'est parce que le fou est autre qu'il a une place auprès de Dieu, un truc comme ça, à la Saint-Paul, quoi. Mais si tu veux, et donc du coup ta question, elle est particulièrement intéressante pour moi, c'est que, par exemple, tu me posais la question de l'homosexualité, mais si on efface le mot, et si on met à sa place le mot l'autre, l'altérité, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tout le livre te montre à quel point finalement, à un moment donné, quand tu n'es plus dans la structure du même, quand on ne se ressemble plus, tu sais, c'est les choses, ça, ce grand livre sur le même, la ressemblance. Quand tu n'es plus dans la structure du même, c'est-à-dire quand tu es du coup considéré comme anormal, bizarroïde, tu vois, c'est toute la liste, l'énumération dont je faisais tout à l'heure. Quand tu es dans cette considération, justement, quand tu isoles un personnage de la société, que tu le regardes comme autre, comme tu l'altères en tant qu'il est l'altérité, et bien justement c'est un peu l'histoire de la folie, ça, c'est-à-dire qu'on enferme les gens, à un moment donné on fait le grand renfermement du XVIIe siècle avec l'hôpital général, on va enfermer tout plein de gens avec les fous parce que tout d'un coup la luxure, l'oisiveté, tous ces gens-là, les bizarreries sexuelles, les déviances, tout ce que justement la société va considérer comme son autre. Tu vois, comme quelque chose qu'elle ne veut pas, auquel elle ne veut pas faire place. Donc elle va l'enfermer
comme autre, et ça va devenir justement une chose totalement qui relève de l'altérité, quoi, du tout autre, de quelque chose qu'on ne comprend pas comme soi-même, comme à l'intérieur de soi-même, tu vois. Donc c'est pour dire qu'effectivement on ne peut pas faire sans l'autre, c'est-à-dire que c'est un et on a beau l'enfermer, il est là, tu vois, c'est comme la nef du fou dont on parlait tout à l'heure, on a beau le mettre sur l'eau et puis le faire flotter au loin, mais le rivage nous le ramène, l'autre. En nous, en soi. Et alors du coup, on est obligé de faire une structure d'enfermement, mais dans l'enfermement, à un moment donné, ça déborde l'enfermement. Et on est obligé, Pinel va déchaîner les fous, va les dire, ben non, il y a les fous, et puis il y a les non-fous, donc il faut les séparer. Donc on va les faire sortir. Mais en même temps, la psychiatrie récupère et va dire, ben non, maladie mentale jusqu'en 90 en Europe, en France, et puis en 73 aux États-Unis, donc va dire, ben non, autre, déviance, anormalité, exclusion. Enfin, tu vois, la question de l'autre, pour Foucault, ça devait être une grande question, un grand objet. C'est pour ça qu'il a beaucoup, peut-être, probablement attaqué aussi, dans son histoire de la sexualité, la psychanalyse, parce que probablement que les psychanalystes ont dû supposer que la structure du cabinet devait ressembler à la structure un peu du confessionnal pour Foucault et de l'aveu, du système d'aveu. Oui, il en a parlé aussi dans le dernier tome, les aveux de la chair. Il parle beaucoup du système du confessionnal. Et quand on lit la structure du confessionnal telle qu'elle était conceptualisée au Moyen-Âge et tout ça, effectivement, on voit que ça résonne, bien sûr. À ceci près que quand on vient parler un analyste et qu'il y a aveu, c'est plutôt un bon signe. Oui. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire, parce que dans l'analyse... Ça ne se retourne pas contre toi, quoi. Non, c'est-à-dire que dans l'analyse, quand il y a aveu, il y a dire vrai. C'est la parésia. Voilà. Et tu sais, à la fin de sa vie, il travaillait sur la parésia. C'est magnifique, les dire vrai. C'est-à-dire que c'est qu'on a un sujet, il est à même de récupérer éthiquement ce qu'il est en train de dire. Donc, avoir un lieu, un dispositif, les dispositifs analytiques, il permet ça. Justement, un dire vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas les confessionnals. Oui, non, bien sûr. Voilà. Bien donc, sûr. Mais je crois qu'il faisait une confusion là. Mais si tu veux, c'est quand même tu vois, avec Freud, par exemple, quand moi j'ai lu ce livre sur l'histoire de la folie, tu vois aussi avec le cheminement dans l'histoire, tu vois aussi que finalement. J'allais dire la cure par la parole, mais ça c'est la formule de Freud, mais tu vois aussi que cette puissance d'avoir à dire à un autre, je sais pas, tu parlais de l'autre, mais cette puissance d'avoir à dire à un autre, qui dans l'histoire va devenir quelque chose de très important, et ben tu vois aussi que Freud il vient pas de n'importe où, tu comprends? Oui, c'est aussi, tu te dis, c'est... Après, je ne veux pas du tout, moi je ne suis pas connaisseur comme vous, mais je veux dire, je ne fais pas un rabattement de l'un sur l'autre, mais je veux dire... Mais c'est une chance de pouvoir avoir un lieu où on peut dire vrai. C'est une chance. Et tu sais d'ailleurs, dans le cours du Collège de France, le pouvoir psychiatrique, là Foucault cite des textes de Pinel, donc la naissance de la psychiatrie, comment c'était son prénom à Pinel? Comment c'était son prénom, Pinel? Bon, je ne sais plus. Jean-Philippe ou Philippe Pinel? Philippe. Il parle de ce texte de Pinel où il dit, Pinel énonce que le surveillant de l'asile doit avoir un beau physique, doit être très impressionnant, mais que aussi il y a tout un recours avec le devoir dire, toutes les problématiques de l'enfance et tout ça. Enfin, tu vois à quel point déjà cette problématique d'avoir à dire quoi, les éléments de l'enfance, c'est déjà dans les textes de Pinel et de Leray ou de ces gens-là, tu vois. Mais c'est même pas dire les événements de l'enfance par rapport à l'analyse, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire un repentir, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une vérité qui sort là. Je veux dire qu'il ne va pas chercher dans l'enfantile. Normalement, l'enfantile, on a dû déjà traverser. Quand on arrive à l'aveu, comme je dis, c'est un moment où les sujets sont prêts à assumer une responsabilité éthique par rapport à son propre désir. Donc là, ce n'est plus la question des parents, c'est la question du sujet qui apparaît comme responsable, on va dire, de se faire père de lui-même. Je crois que c'est ça. Mère.
Oh merde, oui. Bon, pourquoi pas. C'est dans l'air du temps. Allez, on pourrait rester là.